Depuis 1975 jusqu'à, on va dire, 2005-2006, le prix des matières premières agricoles avait été divisé sur le marché international, avait été divisé environ par 6. On était par exemple à environ 600 € la tonne de céréales en 1975 et on était tombé à environ 100 € la tonne de céréales dans les années 2000-2005. Et donc la vraie raison de l'explosion des prix, c'est tout simplement que les stocks internationaux se vidaient petit à petit. En céréales, ils étaient tombés à moins de 16% de la production et de la consommation mondiale. Et quand on en est là, il suffit d'un rien pour que les prix explosent. Il suffit d'une mauvaise récolte dans un pays exportateur comme l'Australie ou dans un pays importateur comme la Chine ou autre, et les prix explosent. Donc la raison de l'explosion des prix, c'est la baisse des prix des 25 dernières années. Et c'est pas original. Ça se passe comme ça tous les 25 ou 30 ans depuis 200 ans. Donc les gens qui regardent un petit peu... Ça s'était passé exactement de la même manière entre 1945, où évidemment il y avait une relative pénurie mondiale, et où les céréales se vendaient déjà aux alentours de 600 € la tonne. Et jusqu'en 70-71, les prix étaient déjà tombés à moins de 200 € la tonne. Les stocks étaient presque vides et du coup les prix explosent. La raison de l'explosion des prix, c'est la baisse des stocks, et la raison de la baisse des stocks, c'est la baisse des prix des 25 années qui précèdent. Non seulement elle était prévisible, mais elle était prévue. Nous, quand on a vu la libéralisation des échanges agricoles internationaux, qui aurait évidemment pour conséquence d'imposer à tous les paysans des quatre coins du monde le prix des exportateurs les plus compétitifs, donc ça allait provoquer partout une baisse des prix agricoles. Non seulement on pensait que c'était prévisible, mais on a écrit des dizaines de fois que ça allait provoquer une pénurie mondiale et une formidable explosion des prix. Et on a même dit que quand il y aurait cette explosion des prix, alors ça serait les fils et les filles de paysans devenus chômeurs dans les bidonvilles des quatre coins du monde, où ils représentent 40% de la population des bidonvilles, qui allaient cette fois mourir de faim, et que du coup ça allait vraiment chauffer, parce que quand les paysans, quand c'est leurs parents qui meurent de faim dans les campagnes, on oublie quoi. On ne les voit pas, ils meurent tranquillement. Tandis que quand c'est les chômeurs des villes et les salariés payés moins de 1 $ par jour dans les bidonvilles des quatre coins du monde qui ont faim, eh bien la révolte, cette fois, elle se produit dans les villes. Et évidemment, les gens, au fond, ils le savent bien. Mais ils n'ont rien fait parce que ça les arrangeait, la baisse des prix agricoles. Et aujourd'hui, ça leur explose à la figure. Donc c'était parfaitement prévisible, c'était non seulement prévisible, mais prévu. Elle était parfaitement évitable. Pour l'éviter, il aurait d'abord fallu ne pas imposer le libre-échange agricole à tous les pays où l'agriculture paysanne n'est pas en mesure de résister aux prix internationaux, qui sont quoi les prix internationaux? C'est le prix de revient, le coût de production des entreprises agricoles de l'agrobusiness qui sont présentes sur la frontière amazonienne, sur la frontière indonésienne et demain sur la frontière congolaise, et qui sont capables de produire des céréales entre 50 et 100 € la tonne de coût de production, alors que les paysans d'Afrique produisent à 400, 500, 600 € la tonne, en gagnant, tenez-vous bien, 2 $ par jour. Et si on leur impose des prix qui sont 3 ou 4 fois inférieurs à leur coût de production, au lieu de gagner 2 $ par jour, ils gagneront 1 $ par jour ou 1,5 $ par jour. C'est quand même facile à comprendre. Moyennant quoi, on les empêche de continuer d'être paysans, on les transforme en chômeurs et en salariés à bas prix. Donc on pouvait le faire, mais c'est exactement le contraire qu'on a fait depuis les années 80, depuis l'Uruguay-Round, depuis les accords de Marrakech. Ça, c'est clair. Et si on veut l'éviter à l'avenir, il faut revenir à des politiques de protection de toutes les agricultures paysannes qui sont nécessaires pour nourrir toute l'humanité, et non pas laisser l'agro-business écrabouiller les paysans du Sud et bientôt les paysans du Nord si on ne les protège pas ou si on ne les subventionne pas. Mais la bonne solution, ce n'est pas de les subventionner, c'est de les protéger.
Si donc on continue dans la même politique de libre-échange, passer cette vague d'investissements massifs par les capitaux financiers internationaux et par l'agro-business, les stocks vont se reconstituer très vite et on va repartir dans une nouvelle longue période d'excédents croissants à prix décroissants qui vont encore ruiner plus de paysans aux quatre coins du monde et qui vont encore fabriquer plus de chômeurs à l'échelle planétaire. Il y a déjà 40% de chômeurs dans les bidonvilles du Sud, et bien, il y en aura 60%. Ça, c'est si on refait dans les 20-25 prochaines années ce qu'on a fait au cours des 20-25 années précédentes. Ça, c'est le scénario. Et donc, on aura autant de pauvres sous-alimentés dans 25 ou 30 ans, voire plus qu'on en a aujourd'hui. Hein, il faut quand même savoir qu'il y a 3 milliards de gens qui gagnent moins de 2 euros par jour et qui donc se privent de nourriture, qu'il y en a 2 milliards qui souffrent d'anémie et d'autres malnutritions dues à des carences en micronutriments et qu'il y en a 855 ou 860 millions, ça augmente tous les ans, qui ont faim presque tous les jours. Et il faut savoir aussi qu'il y en a 9 millions qui meurent de faim chaque année. Donc, eh ben, on repart pour un tour. Deuxième scénario, enfin, les milieux financiers et gouvernementaux qui dominent le monde comprennent qu'on ne peut pas continuer ce système parce que ça conduit tout le système à la casse. Parce que faire baisser les prix agricoles, c'est appauvrir 2 milliards de paysans. Faire baisser les prix agricoles, c'est maximiser le chômage. Donc, des gens qui n'ont pas de pouvoir d'achat. C'est faire baisser les salaires aux quatre coins du monde. Donc, c'est faire baisser le faible pouvoir d'achat des salariés qui remplacent aujourd'hui de plus en plus les salariés des pays développés. Donc, finalement, vous abaissez les revenus de la majorité de la population mondiale. Et donc, vous maximisez sans doute, d'un autre côté, l'épargne et l'accumulation de capital financier, sauf que votre capital financier, il devient trop important, il y a une suraccumulation de capital financier qui ne peut plus s'investir dans l'industrie ou dans les services ou dans l'agriculture, puisque le pouvoir d'achat mondial est trop limité pour ça. Donc la pauvreté crée un déséquilibre entre le capital investissable et la consommation possible. Et qu'est-ce que fait ce capital financier? Ben, il spécule. Si on veut que le système global soit gérable dans les 25 prochaines années, il faut remettre en place partout des politiques agricoles qui garantissent à tous les paysans la possibilité de continuer de rester paysans, de vivre et de manger à leur faim, et même de gagner un peu d'argent pour investir et pour accroître leur production, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faudra quand même nourrir 9 milliards et demi, peut-être 10 milliards de personnes dans 50 ans. Et que si la politique d'appauvrissement de la moitié de la population mondiale continue, il faudra quand même, pour que les autres mangent à leur faim, multiplier la production par 1,5, ce qui est quand même déjà pas rien. Et si on veut que tout le monde, que cesse la pauvreté et la sous-alimentation, il faudra encore l'augmenter de 30 à 40% pour que ceux qui ne mangent pas aujourd'hui à leur faim mangent convenablement. Ce qui veut dire que rien que pour nourrir correctement l'humanité dans 50 ans, sans pauvreté, malnutrition, faim et mort de faim, il faudra multiplier la production par 2 ou davantage. Sans compter qu'on aura aussi besoin de coton, de biomatériaux, voire d'agro-pétrole, etc. Alors, il y a les terres pour faire ça, contrairement à ce qu'on raconte. Les gens n'ont pas faim parce qu'il y a trop de monde ou parce qu'il n'y a pas assez de terre, c'est archi faux ça. Il y a largement assez de terre pour exploitable durablement, sans foutre en l'air les forêts d'Amazonie, etc., comme on le fait maintenant. En soustrayant les forêts, il y a assez de terres cultivables, non cultivées, pour doubler la production, et on peut même doubler la production en corrigeant l'agriculture la plus chimisée d'excès qui ont été commis ces dernières années, c'est-à-dire qu'on peut produire durablement 2 à 3 fois plus de nourriture qu'on en produit. Qu'est-ce qui empêche de le faire? C'est le fait qu'on fait c'est qu'on casse les paysans aux quatre coins du monde. C'est pas l'agrobusiness qui va cultiver les terres les plus difficiles à cultiver. C'est pas eux qui vont s'intéresser aux paysans et aux chômeurs qui ont faim. Eux, ils s'intéressent qu'aux terres les plus fertiles, dans les régions où les salaires sont les plus bas du monde,
afin d'approvisionner les marchés des gens les plus riches du monde, c'est-à-dire la demande solvable. Mais la demande non solvable, ça ne les intéresse évidemment pas. Donc ce n'est pas l'agrobusiness qui va nourrir les pauvres. Les seuls qui peuvent nourrir les pauvres, c'est les pauvres eux-mêmes. C'est-à-dire les paysans qu'il faut arrêter de casser, de condamner à l'exode et au chômage. C'est ça la question. Et pour ça, il faut établir partout des protections tarifaires aux frontières de l'Europe, aux frontières de l'Afrique de l'Ouest et ailleurs, pour que les paysans soient payés de leurs produits à un prix qui correspond à leur coût de production. Si les prix à la production augmentent, ceux qui sont restés producteurs et vendeurs nets de produits alimentaires ou autres vont voir évidemment leurs revenus augmenter. Et donc c'est bien, mais c'est qu'une fraction de la paysannerie appauvrie au cours des dernières décennies, on est bien d'accord. Deuxièmement, pour qu'ils en profitent au-delà d'avoir un revenu amélioré et peut-être de manger mieux à leur faim, il faudrait qu'ils puissent investir en animaux de traction par exemple, investir en semences, investir en engrais, investir en pesticides. Mais investir en animaux de traction, il faudrait que les prix assez élevés pour être au-dessus de leur prix de revient, ce qui n'est peut-être même pas le cas aujourd'hui, à 250 € la tonne. Hein. Leur prix de revient, c'est 500 ou 600 ou 700. Il faudrait que la hausse des prix soit plus importante qu'elle ne l'est, et surtout qu'elle dure assez longtemps pour pouvoir acheter un attelage, acheter une charrue, acheter une charrette, et pour la rentabiliser, il ne faut pas oublier qu'il faut 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, peut-être 10 ans. Donc, ce n'est pas l'explosion des prix qui permet à des paysans vraiment pauvres d'investir et de se développer, c'est des prix suffisants pour qu'ils puissent investir et suffisamment stables pour qu'ils puissent être assurés de rentabiliser leurs investissements à l'avenir. L'aide alimentaire, c'est moins de 1% de la production et de la consommation mondiale. Et le manque à consommer, c'est-à-dire la quantité de nourriture qui est nécessaire pour subvenir aux besoins non satisfaits des malnutris, dont on a parlé, il y en a 2 milliards, et des sous-alimentés chroniques, c'est-à-dire de ceux qui ont faim une bonne partie de l'année, qui sont 854 millions et bientôt 860, non, parce que cette quantité de nourriture, c'est 33% de la production et de la consommation mondiale. Donc de toute façon, l'aide alimentaire est sans commune mesure avec les insuffisances alimentaires globales. C'est 1% contre 3%. Donc, l'aide alimentaire ne peut pas régler le problème de la pauvreté et de la faim, quelquefois même elle l'aggrave, on le sait, et deuxièmement, elle peut servir de secours d'urgence dans les campagnes, quand c'est dans les campagnes que les gens ont faim, et dans les villes, quand c'est plus dans les villes que les gens ont faim. Tout ça, c'est d'accord, mais il n'y a pas assez d'aide alimentaire, et il n'y aura jamais assez d'aide alimentaire, il faut le savoir, pour régler le problème d'ensemble de la pauvreté et de la sous-alimentation. C'est 1% de la production et de la consommation mondiale, ça n'a rien à voir avec 33%. De toute façon, ça serait un moyen très inapproprié, parce que quand l'aide alimentaire se substitue massivement à la production nationale, ça veut dire qu'elle détruit la production nationale et qu'elle fabrique encore plus de paysans pauvres, plus de chômeurs et plus de salariés mal payés. Donc l'aide alimentaire, c'est une solution indispensable et il faut tout faire pour que les gens ne meurent pas de faim dans la période d'explosion des prix actuels, et ça sera d'autant plus difficile que ceux qui offrent l'aide alimentaire qui sont assez nombreux quand les prix sont bas et que les excédents foisonnent, ils se raréfient quand les prix explosent et que les excédents ont disparu.